Je reviens à la question de sens, que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles générations, millénium ou génération Ouais. Z, il y a cette, c'est plus juste un besoin, c'est un cri. Et c'est à nous d'entendre ce cri pour que on se repose la question du sens chacun. Quel est le sens de ce que je fais? Et puis comment, pour des jeunes générations, les jeunes qui vont suivre et qui vont finalement sur notre avenir, hein, qui vont après prendre la responsabilité de notre système de retraite, qui Ouais. vont prendre les décisions, finalement les accompagner pour qu'ils trouvent le sens, Ouais. puis qu'ils se disent pas simplement tout a déjà été fait, ou bien à quoi bon, parce que le ciel va nous tomber sur la tête. Quel leader serais-tu si tu ressentais en toi un capital insoupçonné qui te permet d'œuvrer avec cœur à demain? Visualise ton entreprise ancrée dans une mission profonde où l'équilibre intérieur et l'engagement pour notre belle terre sont inséparables. Je te souhaite la bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui éclaire ta voix pour infuser harmonie, sens et éclat dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Futuriste, hypersensible et intuitive, j'ai un talent pour percevoir les possibles de ton potentiel et celui de ton entreprise et pour faire des ponts entre différents univers et temporalités. Ce podcast te dévoile des pensées riches, parfois enveloppées de spiritualité et d'échos futuristes et des échanges avec des leaders vibrants en harmonie parfaite avec leur intérieur et le monde extérieur. Bonjour Lynn. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'être venue jusqu'ici ce matin et de prendre ce moment pour parler de toi, de tes projets et puis de l'avenir ou la vie. Je propose que tu commences par te présenter, nous dire qui t'es aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu es cette personne aujourd'hui? Alors, qui je suis? Je peux dire que je suis une femme en mouvement et puis pleine de confiance par rapport à d'être là au bon moment, finalement. On voit, il y a beaucoup de défis, de complexité autour de nous. Et puis, par des événements très concrets ou des rencontres surtout, je suis heureuse d'être là maintenant parce qu'il y a des défis qui nous concernent tous, plus simplement de manière sectorielle, ou un groupe d'individus, ou bien une région du monde, et qu'on peut réfléchir ensemble pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Moi, je viens donc je suis valaisanne d'origine, donc aussi très ancrée dans la terre et dans le sol. Ouais. C'est pas que ma famille était des paysans ou des viticulteurs, hein, mais en fait le territoire, le sol et les montagnes m'ont toujours accompagnée dans le sens de lieu ressource où je peux à la fois m'ancrer, mais en même temps lever les yeux, réfléchir, aller un peu au-dessus des barrières, des frontières, des freins aussi que je rencontre ou que je me mets moi-même. Donc voilà un peu ce lien fort à ma terre d'origine. Et puis je viens d'une famille avec beaucoup d'entrepreneurs et de formateurs. Ouais. Et ça, c'est aussi ça m'a accompagnée, pas au départ de manière complètement inconsciente, mais aussi en réfléchissant un peu au parcours de vie, je me rends compte qu'il y a eu toujours ces deux dimensions. Ce besoin, cette envie d'entreprendre. Ouais. Entreprendre dans la vie, entreprendre après à travers des projets, à travers des entreprises. Et puis aussi ce lien fort avec la formation pour avoir la curiosité d'apprendre en continu. Et puis en même temps, pour moi, mais aussi de transmettre. Donc voilà quelques éléments. J'ai beaucoup de curiosité, donc je dois aussi faire attention de pas trop me disperser, que cette curiosité ce soit plutôt ça me mette en mouvement et ça me permette d'aller à la rencontre des autres. Ouais. Et après que ça puisse que ça ne me surcharge pas, et puis que je puisse chaque fois revenir à
ce que je suis, enfin à qui je suis, et puis d'intégrer ces différents éléments ou ces différents impulses à ma vie quotidienne. Ouais, que ça fasse sens, et pas Ça fasse partir dans sens. tous les sens. C'est ça. Ouais, c'est difficile quand on est curieux. Ouais. Et tes activités quotidiennes, elles se déclinent comment? T'as beaucoup d'engagement. Oui. Alors c'est vrai que je commence toujours ma journée par quelques exercices d'extension, enfin vraiment de rapport au corps, et puis Ouais. me mettre, me préparer à la journée physiquement, mais pas des choses extraordinaires, hein, vraiment des petits mouvements plutôt des mouvements physiques, et des petites extensions, de l'assouplissement. Et puis j'ai aussi intégré depuis maintenant une année un temps que je dirais de méditation, de pouvoir, ça peut être sur une phrase ou bien quelque chose qui m'aide aussi à me recentrer et puis à préparer ma journée. Et ça change complètement la dynamique. Parce qu'au fond, ça me permet de me connecter et puis en même temps d'être dans le présent, pas que dans la projection, les projets, le mouvement. Et puis de bien préparer ma journée. Et puis après, la journée, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup des projets aussi. Voilà. Et quand j'ai la possibilité, j'intègre aussi j'adore me balader au bord du lac, ou bien justement prendre un peu de temps dans la nature, Ouais. pour aussi m'apaiser. Et puis voilà. Terminer, souvent c'est plutôt en fin de journée. Je termine je descends du train et puis je fais le dernier bout, si je peux, à pied. Puis ça me donne vraiment de l'énergie, une respiration. Et puis ça m'aide à faire la transition pour ensuite rentrer à la maison, retrouver la famille et puis terminer ma journée. Ouais, parce que t'as une grande famille, hein. Voilà, je suis mère de 4 enfants. Enfin, c'est plus des enfants en fait, c'est des ados et puis de jeunes adultes. Ouais. Entre 13 et 21 ans. Puis chaque moment, chaque temps de vie a été en même temps une turbulence et puis plein de richesses et de découvertes. Et puis on est en fait dans une période de vie où il se pose la question du choix professionnel. Et au-delà de toutes les théories de les métiers de l'avenir, toutes les possibilités de formation, de passerelles extraordinaires qu'on a en Suisse, à un moment donné, pour un jeune, dans le monde d'aujourd'hui, avec peut-être tous ses choix, c'est pas du tout évident à faire, finalement à s'écouter, puis à se dire, voilà de quoi j'ai envie, puis même d'avoir envie de quelque chose, parce qu'il y a trop. Oui, puis parce que tout vient. Puis tout vient à soi, exactement. En tout cas, je le constate avec les enfants, on est devant l'embarras du choix, donc puis chaque choix demande un renoncement. Donc il y a en même temps, il faut choisir, mais en même temps, si je choisis une option, je délaisse les autres, ou en tout cas momentanément. Donc non plus pas trop l'envie de se donner une direction précise pour se laisser le maximum de choix ouverts. Donc c'est un moment assez, un peu un moment de vérité, d'être à l'écoute de mes aspirations, quelles sont les possibilités qui me sont offertes, quelles sont mes compétences. Est-ce que je suis plutôt scolaire, ou est-ce que j'aime finalement travailler avec la matière, ou être en contact avec des personnes, enfin des choses vraiment simples qui permettent d'orienter un peu le choix professionnel. Mais voilà, après c'est quand même chacun qui doit faire ses expériences et son chemin. Ouais, et puis, tu vois, moi j'ai quelques adultes aujourd'hui, tu vois, des gens qui étaient à l'école avec moi, voilà, qui ont eu des parcours très très linéaires. Moi, pas du tout. Aujourd'hui, ça fait très sens pour moi, de pas avoir un parcours linéaire, parce que, je vois comment les pièces elles sont rejointes. Après, c'est difficile aussi en tant que parent de dire, choisis quelque chose et puis on verra bien après, quoi. C'est, je sais pas toi comment tu le vis, ou si ton parcours il a vraiment été en ligne droite, ou. En fait, il a pas été en ligne droite, mais ce qui était pour moi important, c'était de retrouver d'une manière ou d'une autre le contact avec les gens. Ouais.
de sortir finalement de mes montagnes et puis de mon premier lieu où j'ai grandi, pour pouvoir aussi avoir de nouveau, ça va avec la curiosité de pouvoir voir ce qui se fait à l'extérieur, parler d'autres langues, visiter aussi d'autres cultures, d'autres pays. Et puis, donc là, il y avait cette partie justement internationale, la rencontre avec les gens, cette dynamique au départ, j'appelais dynamique de projet, mais en fait, après, qui a été plus liée à l'entrepreneuriat. Ouais. Et puis aussi au plaisir d'être entouré d'entrepreneurs. Voilà, ça, c'était un peu les choses dont j'étais sûre. Et puis après, moi, j'ai commencé par des études de philosophie, donc je te laisse imaginer la tête de mes parents, qui étaient pourtant très ouverts, hein, mais quand je leur ai annoncé que moi, me voyais pas faire autre chose. Ouais. Et puis j'ai fait mes études de philosophie. Et puis après, mais pendant les études, j'ai déjà eu la possibilité, puis je devais aussi payer quand même une grande partie de mes études, donc de trouver du travail où je rencontrais des gens. Enfin, les choses se sont construites finalement de manière assez fluide, avec quand même des choix à faire, mais en même temps toujours par les rencontres. Je crois que c'est finalement les rencontres qui m'ont permis d'être où je suis aujourd'hui. Ouais. C'est intéressant. Puis le goût de finalement découvrir un nouveau système, essayer d'apprendre un métier. Voilà, moi je suis pas chercheuse de métier. Aujourd'hui, je suis entourée notamment de chercheurs. Oui. Et puis j'ai aussi appris c'est quoi la posture d'un chercheur, finalement, c'est quoi la méthodologie de recherche. C'est passionnant. Et puis finalement, sans prétendre être un expert, eh bien, j'arrive à intégrer cette dimension de recherche avec d'autres aspects de mes expériences et de ma vie qui amènent aussi une façon différente une autre perspective dans le domaine de la recherche que peut-être aurait pas quelqu'un qui a fait toute sa vie dans ce domaine. Et puis c'est justement avec ces expériences ou ces perspectives différentes qu'on arrive à moi ça me stimule et puis que ça me permet d'être à l'écoute, pas juste de penser savoir, mais finalement de chaque fois être à l'écoute, d'essayer de comprendre ce que l'autre a à me proposer, puis sans vouloir faire mais finalement de m'inspirer pour mes propres projets ou ce que j'ai envie de développer. Ouais, finalement, c'est assez philosophique, en fait, d'observer, en fait, le quotidien, puis d'avoir le quotidien comme terrain de jeu pour pouvoir t'inspirer ou juste grandir ou avoir un miroir qui fait que, en fait, ça t'offre une autre perspective, en fait, puis un autre regard sur une situation ou sur un projet sur lequel t'es ou mais je pense ta transmission aussi. Je pense qu'il y a aussi, on a chacun des phases de vie. Moi, j'ai quand même démarré ma vie professionnelle avec un bon drive, mais en même temps une idée de comment les choses pourraient être. Et puis finalement, c'est petit à petit que on est un peu formé par justement les environnements et puis par les rencontres. Puis que je me rends compte que finalement, le champ des possibles est quand même toujours assez ouvert. Et puis parfois, on n'ose pas changer d'entreprise ou se réorienter. Et puis que si c'est finalement une proposition de la vie puis que ça fait du sens à ce moment-là, de pas avoir peur, d'oser, et puis finalement d'être aussi à l'écoute des personnes qu'on va rencontrer. Puis ça permet finalement les compétences que je n'ai pas de les trouver chez les autres, et puis d'amener une contribution sans prétendre finalement avoir la recette ou la grande solution. Donc cette dimension en fait d'être toujours avec d'autres, avec cette diversité de perspectives et de vécu, ça aujourd'hui c'est vraiment un élément fort que je cherche à nourrir, à explorer, à développer dans ma vie professionnelle, que ce soit au niveau académique, mais aussi dans le soutien aux entreprises à travers l'association Femmes PME ou d'autres communautés, parce que c'est vraiment essentiel. On a vraiment aujourd'hui des enjeux qui sont tellement complexes, il y a tellement d'interactions, de liens
je sais pas, des enjeux climatiques, la problématique de l'alimentation, les impacts sur la santé. Enfin, tout est tellement lié que qui saurait prétendre finalement avoir la clé ou la compréhension des choses. Donc, finalement, en ouvrant le champ et en s'inspirant aussi de ce que font d'autres, et puis en essayant de se relier, puis justement d'être ensemble, d'essayer d'avoir une meilleure compréhension, puis en même temps d'amener des solutions concrètes, je pense qu'on arrive à avoir un impact. Moi, je pense que ça fait sens ce que tu dis. Là, j'ai fait 2 interviews là récemment sur l'intelligence artificielle, et puis donc un expert, puis l'autre elle est plutôt vraiment le côté philosophique. Et j'aimais en fait, j'ai choisi de les interviewer eux parce qu'ils ont en fait tous les deux cette dimension, tu vois, ingénieriale, mais aussi éthique, philosophique, créative, presque artistique. Ouais, un c'est un poète, l'autre c'est un auteur. Il écrit des contes. Enfin, tu vois, il y en a même un qui a fait de la musique. Enfin, donc ils ont vraiment une expérience ou des centres d'intérêt très très larges. Et puis je pense que c'est ça qui leur permet en fait d'appréhender en fait cette technologie en se disant en fait, tu vois, avec un autre prisme, pas la version Terminator, on va tous être dominés par des machines, mais plutôt d'avoir un autre regard et de se dire on peut vraiment faire quelque chose de cool. Et puis je pense que si t'as pas en fait cette ouverture d'esprit, après c'est vraiment mon avis personnel, mais si t'as pas cette ouverture d'esprit et cette curiosité d'aller un peu à droite à gauche dans tous les environnements, comment en fait tu veux réglementer l'intelligence artificielle ou prévoir d'autres choses, tu vois, si tu te poses pas ces questions, si tu te nourris pas à droite à gauche, c'est quoi l'éthique? Comment tu définis ça déjà pour toi? Puis après, il va falloir réglementer, puis tous se mettre d'accord dessus. Je me réjouis de voir, tu vois. Ça, c'est un exemple. On a des exemples sur tellement de systèmes, en fait, qui commencent à dysfonctionner, où on voit bien que ça ira plus, quoi. Tu vois, on cherche à prolonger la vie. Il y a plein de manières de prolonger la vie aujourd'hui. Rien que parce qu'on mange mieux, déjà ça, ou voilà. C'est discutable, mais en fait, la vie est prolongée, on a de meilleurs soins, tout ça, mais d'un autre côté, le système de retraite, il est basé sur des données d'avant. Donc, c'est plein d'autres exemples. Hein. Au fond, je pensais à une étude qui est sortie au mois de juin de Deloitte sur les jeunes, puis le gros titre, c'était en fait un jeune sur 2 songe à changer d'emploi. Ouais. Puis alors après, il y avait toute une série d'explications qui sont intéressantes. Parmi les explications, c'est besoin de trouver du sens. Ouais. Alors, je pense pas que c'est aujourd'hui que les jeunes uniquement veulent trouver du sens à leur travail. Je pense juste qu'ils sont le révélateur d'une recherche de sens dont on a tous besoin. Ouais. Et ça, c'est très philosophique, parce que la philosophie, il y a des théories philosophiques qui peuvent être intéressantes, mais finalement, c'est quel est le sens de ce que je fais. C'est pas juste le pourquoi, le why, c'est what for, c'est finalement pourquoi faire. Puis tu parles de la technologie, dans le contexte de la formation, je forme au leadership d'équipe des informaticiens de gestion. Puis il y en a aussi des informaticiennes et informaticiens de gestion. Et j'ai adoré parce que, bien sûr, ils ont ce prisme technique, mais de les accompagner dans le questionnement sur je développe une application, mais finalement, quel sera l'impact de mon application? Quel est le problème? Quel est le besoin auquel ma super application ou mon système va répondre? C'est déjà intéressant. Pas juste une idée que j'ai et puis j'envoie dans le monde une nouvelle technologie, mais est-ce que je réponds à un vrai besoin? Ouais. Sinon, peut-être que c'est pas utile que je développe telle ou telle technologie. Puis si je réponds à un besoin, comment je peux penser ma technologie ou la concevoir pour qu'elle ait un impact positif? Alors aujourd'hui, on parle que l'impact, c'est important qu'il y ait un impact écologique, c'est-à-dire qu'il y ait une certaine sobriété. Alors je reste toujours dans le domaine technologique, une certaine sobriété en termes de consommation d'énergie, mais aussi l'impact sur les personnes. Finalement, si on développe des outils qui rendent les gens addicts, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut comme société? Alors je vais pas
essayer de convaincre sur si c'est bien ou pas bien, mais c'est juste de se poser ces questions. Et ils sont très réceptifs et ça les aide à développer des technologies qui sont beaucoup plus adaptées, qui dès le départ associent aussi l'utilisateur final. Donc c'est pas j'envoie ma technologie, mais c'est ok, j'ai cru percevoir un besoin, donc je vais le valider sur le terrain. Puis ensuite, en développant, j'ai quelques testeurs ou des personnes qui vont des utilisateurs finaux qui vont me faire le retour, pas simplement sur l'ergonomie, mais finalement, est-ce que l'idée d'origine, est-ce qu'elle remplit cette utilité ou pas? Et puis, le résultat est bien meilleur. Donc, on voit vraiment je reviens à la question de sens, que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles générations, Millennium ou Génération Z, il y a c'est plus juste un besoin, c'est un cri. Et c'est à nous d'entendre ce cri pour que on se repose la question du sens chacun. Quel est le sens de ce que je fais? Et puis comment, pour des jeunes générations, les jeunes qui vont suivre et qui vont finalement sur notre avenir, qui vont après prendre la responsabilité de nos entreprises, de nos entreprises, de notre système de retraite, qui vont prendre les décisions, finalement les accompagner pour qu'ils trouvent le sens, puis qu'ils se disent pas simplement tout a déjà été fait, ou bien à quoi bon, parce que le ciel va nous tomber sur la tête. Ouais, et je pense que au travers du sens et de pourquoi faire, tu peux te reposer peut émerger de l'espoir, une vision et de l'espoir, parce que t'as pas de vision positive, tu peux pas avoir d'espoir. Et dans ce cas-là, tu te dis à quoi ça sert de vivre? Puis c'est très beau ce que tu dis, parce que l'espoir, c'est pas de l'angélisme. C'est-à-dire, on veut pas regarder ce qui va pas, et puis on part justement sur une idée comment le monde devrait être, parce que des fois aussi un peu cette idée, j'ai une idée du monde meilleur, puis j'essaie d'imposer cette idée. Ça redevient de l'idéologie où on essaie d'imposer quelque chose. Finalement, quand on est dans l'espoir, c'est plus on ouvre le champ, et puis le regard se tourne aussi vers le possible, pas juste vers toutes les contraintes et toutes les complications qu'on voit aujourd'hui. Voir le verre à moitié plein, quoi, en fait. Ouais. Non, mais c'est du bon sens. Et puis en même temps, et je trouve là, les médias ont vraiment un rôle essentiel. C'est de nous mettre sous les yeux, dans les oreilles, les défis, mais de montrer aussi toutes les solutions, toutes les initiatives qui sont là aujourd'hui pour essayer de répondre à ces défis. Et pas juste de montrer le côté sombre, mais de montrer qu'il y a aussi des rayons, de la lumière, et puis beaucoup de personnes qui sont en mouvement dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation, dans le domaine technique, pour amener une amélioration. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, parce que dans les questions que tu avais évoquées, c'était aussi finalement comment comment se traduit en fait ton intention ou ton... Ouais, comment je te dis ça? Pourquoi tu œuvres? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Pourquoi tu œuvres? Ouais. Et puis, pour moi, ce pourquoi j'œuvre, c'est vraiment de développer la capacité à agir. Donc ça va avec l'entrepreneuriat, mais c'est aussi finalement c'est-à-dire comment je développe ma capacité à agir, à pouvoir m'ouvrir des opportunités professionnelles, à pouvoir faire un choix de vie. Et c'est toujours au contact d'autres personnes que je peux trouver ça. Mais c'est vrai que la force de la communauté, justement, aussi. Et c'est un peu c'est mon moteur. Développer cette capacité d'agir, et puis aussi avec une conscience que je peux agir. Ouais. Puis finalement, c'est peut-être une action au départ qui n'est pas spectaculaire, mais qui peut avoir un impact, et puis ensuite inspirer d'autres personnes qui elles-mêmes, dans leur périmètre, se mettent en mouvement, un peu comme un cercle vertueux. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors micro. En fait, finalement, oui,
peut-être que notre ego, il aimerait bien, tu vois, toucher des milliers de personnes sur un post sur les réseaux sociaux. Mais en fait, si on a déjà touché 5 personnes, chez qui on a fait une petite graine ou tu vois, qu'il y a eu une petite réflexion, une prise de conscience ou un effet miroir ou je sais pas quoi, puis qu'elles en parlent à 5 autres personnes ou même à 2, c'est un joli début de quelque chose, quoi. Oui, puis de toutes ces initiatives et tous ces mouvements, ça donne de l'énergie, puis ça permet, tu te parlais d'espoir, ça montre que c'est possible, et puis que c'est pas juste comme on entend parfois, voilà, si je diminue ma consommation d'énergie, c'est juste une goutte d'eau, donc ça n'a aucun impact. Ouais. C'est pas vrai, parce que déjà, soi-même, de faire l'effort de revoir un peu ses habitudes et puis de fonctionner différemment, c'est déjà assez difficile. Donc, si j'arrive à mettre des petites choses en place, eh bien, déjà, ça a un impact sur mon quotidien. Et puis, peut-être j'en parle autour de moi, pas pour essayer de convaincre, mais pour dire, ben, tiens, ça, c'est une expérience intéressante que je fais pour... on avait fait, par exemple, dans un événement économique. Ouais. 2 entrepreneurs étaient venus présenter leur data center, et puis avant de commencer leur présentation, c'est 2 frères jumeaux, enfin 2 frères, je crois même jumeaux, voilà. Un des frères avait dit, je vous demande de mettre sur silence votre téléphone pendant les 10 minutes de mon intervention, ce qu'on avait fait. Et à la fin, il nous avait donné un indicateur avec une évaluation assez rapide de combien de personnes dans la salle. Je pense qu'il y avait 500 personnes dans la salle. Ouais. 10 minutes de mettre le téléphone sur silence, en termes d'économie d'énergie, ce que ça représentait. C'est extraordinaire. Donc tu te dis, mais en fait, ça paraît évident que quand quelqu'un parle, tu mets ton téléphone sous silence, mais souvent, ben, on le met juste... on le met... Ouais, bah, tu vois, en vibration, il vient de vibrer le mode avion. C'était pas en mode avion. C'était en mode avion. Ouais. Et puis justement, le fait de passer en mode avion, tu économises de l'énergie. Des data en plus. Ouais. Et ensuite, tu peux avoir un impact. Donc, c'est des petits gestes au quotidien. Et si chacun fait sa part, on peut avoir un impact vraiment assez spectaculaire. Bah, tu vois, que quelqu'un vienne mesurer ça, et puis que tu puisses vraiment constater en chiffres ce qui se passe sur 10 minutes, là, bah, peut-être on a besoin de ça, parce qu'on se rend pas compte, tout ça, c'est tellement impalpable, en fait. Je crois qu'on a aussi besoin d'enthousiasme, quoi, de se réjouir. Je pense que le fait, un facteur d'enthousiasme, c'est quand tu vois que finalement ton action, elle change quelque chose. Ouais. C'est pas juste faire pour faire, mais que ça peut avoir justement cet impact. Puis je reviens justement à cet aspect de formation et puis développer le goût d'entreprendre chez les jeunes. Aujourd'hui, il y a des modèles, justement, on change de modèle, de paradigme économique. C'est plus simplement, je fais un modèle d'affaires pour développer un nouveau produit ou un nouveau service. C'est dès la conception, dès que j'ai l'idée, que j'ai vu un besoin, j'intègre finalement l'impact que je vais avoir, l'impact sur les personnes, l'impact sur l'environnement, l'impact économique. Ouais. Et puis qu'on voit que on peut développer des solutions qui sont rentables et qui font du bien. Et qui font du bien, exactement. Ça, on peut le résumer à l'économie positive. Oui. Eh bien, c'est une réalité. C'est pas juste une vue de la pensée ou bien une intention de ce qu'on aimerait. On voit qu'il y a des entreprises qui le font aujourd'hui. Soit de nouvelles entreprises, soit des entreprises qui ont toujours fonctionné selon un business model un peu centré sur le profit. Le rendement, le profit. Et puis qu'aujourd'hui, elles repensent. C'est peut-être simplement la nouvelle génération qui reprend les rênes de l'entreprise et puis qui voit les choses un peu différemment. Et puis qui revisite le modèle d'affaires et puis qui, moyennant quelques transformations, arrive justement à avoir cet impact beaucoup plus positif. Ouais, c'est pas tellement. En fait, finalement, c'est pas tellement les outils qu'on utilise, c'est l'utilisateur, en fait, ce que lui, il a envie d'amener, comment il voit les choses. Tu vois, que ce soit l'intelligence artificielle ou le business model ou le business plan, finalement, c'est ce qu'on met à l'intérieur et puis la finalité des choses et comment on a envie que ça fonctionne au quotidien.
Un business model, c'est un business model, quoi. Enfin, tu vois, avec ces nouvelles applications qui permettent finalement, avec ton téléphone, d'identifier la composition des produits, il y en a de plus en plus. Hein. Ouais. Le consommateur regarde, alors peut-être pas encore tout le monde, mais on est de plus en plus attentif à la composition, que ce soit la composition du produit cosmétique, que ce soit d'où vient et quel a été le chemin de l'ail que j'achète à la COP. Hein. L'ail qui vient de Chine, on peut se poser des questions. Mais après le cultivateur, est-ce qu'il est respecté, lui? Exactement. Ouais. Donc l'outil est quand même intéressant aussi parce qu'on parlait avant de pouvoir mesurer cette sobriété énergétique ou cette sobriété numérique. Si on n'a pas de données, on peut pas avoir la conscience que moyennant quelques efforts, on peut changer les choses. Donc la technique, elle accompagne tout ça, mais c'est la technique au service d'eux, c'est pas juste la technique pour la technique. Ouais, encore une fois, pour le sens, en fait. Pour le sens, ouais. Et qu'en même temps, tout ça, c'est profitable. Parce que, si on imagine, je réfléchis je vais donner un exemple d'une équipe d'étudiants qui a développé un produit cosmétique. C'est parti, en fait, un des jeunes de cette équipe qui est le fils d'un vigneron qui a constaté qu'il y a le marc de raisin est considéré comme un déchet et puis les vignerons ne savent pas quoi en faire. Et puis il est venu avec cette idée dans l'équipe. Comment est-ce qu'on peut revaloriser ou utiliser ce matériau? Il y a sûrement un moyen. Alors il y a eu plein d'idées de comment ça pouvait être fait. Et puis finalement l'équipe a exploré le domaine cosmétique et puis s'est rendu compte que on peut utiliser ce marc de raisin pour en faire des produits cosmétiques. Alors après, ils se sont entourés de laboratoires, de différents experts qui les aident justement à transformer cette matière première pour en faire un produit cosmétique. Et finalement, aujourd'hui, ils sont vraiment attentifs que ce soit l'ensemble de la chaîne, donc ce marc qui est pris dans les vignes des producteurs, qui est revalorisé sous forme de produits cosmétiques. Comment finalement, quels moyens on va utiliser pour lui faire un packaging qui soit le plus respectueux aussi de l'environnement. On peut pas mettre dans du carton, mais il y a aujourd'hui aussi des contenants qui sont beaucoup plus écologiques ou qu'on peut réutiliser. Et puis finalement, comment le produit est distribué chez le consommateur final. Donc il y a vraiment cette réflexion et on voit que dans tous les domaines, on a cette possibilité à la fois de réconcilier, de répondre à un besoin, tout en développant des produits qui ont un impact positif sur les personnes et sur l'économie, sur l'environnement, et puis qui peuvent être très rentables. C'est juste une autre manière de faire ton marketing, en fait, de la création de ton produit jusqu'à la mise sur le marché. Et ça fait sens, en fait, de se poser des questions. Ces questions-là, et puis de l'adapter. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et ce que j'aime beaucoup chez les jeunes, c'est qu'ils ont aussi ce franc-parler et pour ceux qui ont cette sensibilité écologique ou sociale, c'est pas le marketing pour faire croire que je me préoccupe. Non, c'est sincère. Il y a vraiment presque ce côté radical de vouloir être attentif sur toute la chaîne de valeur. Et puis, alors voilà, il y a aussi eu quelques exemples de grandes entreprises qui avaient des grands plans marketing pour montrer qu'elles faisaient du bien. Oui, ouais. Et puis, finalement, on se rend compte que c'est un peu du greenwashing. Et que, alors c'est peut-être le début d'un mouvement de fond, hein, donc c'est peut-être pas un mal. C'est déjà peut-être mieux que rien. C'est ça. Mais ça doit déboucher sur autre chose, parce qu'on voit que les jeunes demandent vraiment aussi une authenticité. Et puis, si on dit je veux avoir un impact positif, eh bien il faut
il faut le montrer. Il faut pas juste le dire. Il faut le montrer dans dans les faits. Dans les faits, exactement. Tu sais, c'est la même chose que il y a quelques années, tu en as vu apparaître, tu sais, cette communication. Il faut être authentique dans ça et vulnérable dans ça. Tu vois, ça vient des États-Unis. Tu vois, je pense que tu avais les mêmes trucs que moi. Je dis mais t'apprends pas en fait à être authentique ou vulnérable. C'est pas un concept marketing. Tu vas pas te mettre un masque pour être authentique ou vulnérable, quoi. C'est un truc que tu dois aller chercher au fond de toi pour apprendre à être sincère, quoi. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre des jeunes, justement. Après, voilà, à chacun de faire son travail sur lui pour prendre ce qu'il a à apprendre, quoi. Et puis s'ouvrir, quoi. Après, ça veut pas dire que c'est facile, hein. Non, mais du moment où on se met dans en marche, dans un mouvement, finalement, on voit qu'à chaque étape, il y a quand même des signes. On parlait de signaux faibles avant l'interview. Signaux faibles, signaux forts. Il y a plein de signes qui montrent que ça change. Finalement, ça part de soi. Et puis que de petits mouvements, petits changements, il y en a d'autres qui font cette même expérience. Et puis que ça donne justement ce mouvement positif. Et et que de belles choses sont possibles. Et autant j'ai beaucoup parlé des jeunes, mais autant chez les jeunes que chez les entreprises. Moi, je suis plutôt en contact avec les PME et notamment les femmes entrepreneurs. Oui. Là aussi, il y a toutes les contraintes d'une entreprise qui doit pouvoir rester positionnée sur son marché, se développer avec toutes les contraintes qu'on imagine. Mais il y a vraiment cette envie de pouvoir entreprendre différemment. En étant, on prend davantage soin de chaque collaborateur, pas simplement parce qu'il y a une pénurie de personnel et parce qu'il faut les garder à tout prix, mais parce qu'on se rend compte que sans ces personnes, même dans l'industrie où on a des belles machines, vous faites rien. Donc c'est vraiment par l'engagement de chacun, que ce soit le monteur, le vendeur, la personne qui va gérer l'administration. Sans ces personnes-là, l'entreprise n'est pas durable. Mais sans être humain, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise. Je veux dire, personne qui répond au téléphone, il n'y a personne qui fait ta commande, il n'y a personne qui va venir chez toi installer un truc. Enfin, s'il n'y a pas d'être humain, les machines, pour le moment, elles ne peuvent pas tout faire, quoi. Donc, et puis, est-ce que c'est même souhaitable qu'elles fassent tout? Mais justement, tu vois, c'était une conversation qu'on avait dans un des épisodes précédents, en fait. Oui, c'est possible, en fait, d'avoir des intelligences artificielles complètement autonomes. Mais pourquoi est-ce qu'on créerait ce type d'intelligence artificielle? Enfin, je veux dire, on est encore là, nous. Tu vois, enfin voilà. C'est complexe. C'est bien. Enfin, t'as donné plein d'exemples et tout. Est-ce que tu veux parler de la pépinière de projet dans le tourisme que vous aviez fait ce printemps? C'est tout ce printemps, hein, sauf erreur. Et puis de la marche bleue, tu vas en parler un petit peu? Alors, volontiers. Ouais. Bon, l'enjeu climatique, je crois qu'on en est suffisamment conscient, hein, et puis l'importance de faire quelque chose. Et j'ai eu par mon réseau connaissance de cette initiative, la Marche Bleue, que j'ai trouvée très intéressante parce que finalement, ça fait partie un peu des actions non violentes qui peuvent justement, en tout cas, peut-être pas forcément changer immédiatement, mais en tout cas sensibiliser à une thématique, et puis en tout cas parler, mettre à l'ordre du jour un enjeu important, donc ces enjeux climatiques et le réchauffement. Et je me posais la question, comment faire le lien entre l'enjeu climatique, sensibiliser les jeunes, étant responsable d'un module sur l'entrepreneuriat avec des étudiants en tourisme. Et puis est venu ce lien avec la Marche Bleue, qui a permis en fait d'inviter ces jeunes. Ils étaient pratiquement 80 étudiantes et étudiants en tourisme, à les amener à réfléchir au tourisme durable, parce que le tourisme durable, c'est là, j'ai presque envie de dire, c'est ce à quoi tout le monde aspire, mais ça veut dire quoi concrètement? Ouais, c'est chaud parce que si tu réfléchis à vraiment te comporter comme un tourisme durable, finalement, tu te dis, en fait, c'est pas tellement possible. Alors, ça doit être chaud, hein, et de proposer des prestations comme ça. Eux sont justement de futurs entrepreneurs ou de futurs acteurs du tourisme. Ouais. Donc, ils vivent leur expérience en tant que touristes, mais en fait, ils vont devoir développer des projets ou des initiatives
à des touristes, et finalement comment est-ce qu'ils comprennent ces enjeux climatiques et l'impact sur le tourisme, et puis finalement qu'est-ce que ça veut dire pour eux développer un tourisme durable. Et ils avaient carte blanche. Ouais. Donc la marche bleue a été plus un peu l'occasion d'amener cette thématique sur la table, et puis de leur montrer qu'il y avait différentes initiatives qui étaient en route, et que la Suisse avait quand même aussi signé l'accord de Paris. Donc une des demandes de la marche bleue, c'était que la Suisse respecte ses engagements climatiques. Voilà, ça c'était le contexte, on va dire, général. Et puis après, à l'échelle de ces jeunes entrepreneurs, quels sont les besoins qu'ils identifient, et puis qu'est-ce que eux veulent faire finalement dans ce domaine. Et puis on a eu une quinzaine de projets très intéressants, qui va de développer réunir différents hôtels autour d'un jardin communautaire où les clients sont invités à aussi participer, à prendre soin de ce jardin qui produit des légumes, dont une partie pourra peut-être justement, ils pourront les retrouver dans leur assiette le soir, des légumes de saison. Enfin, et vraiment un concept assez complet. On a vu par exemple pour un projet comme ça l'intérêt de certains hôtels, mais que pour l'instant c'est peu faisable, parce que voilà, le domaine de l'hôtellerie a d'importantes priorités, et puis pour l'instant ces questions-là, même si elles sont dans leur tête, ils ont d'autres urgences à adresser. Un projet aussi de revaloriser une station, de voir quelles sont les activités plus 4 saisons que la station peut proposer. Alors là, une idée, c'était proposer du ski sur herbe. Alors, on se rend compte que ça a déjà été fait, qu'il y a même des championnats de ski sur herbe. Oui. Alors, bien sûr, ça demande aussi une infrastructure, voir comment ça peut s'intégrer à l'offre de la station. Mais finalement, tous ces projets avaient partaient d'un même, d'abord identifié sur un territoire un besoin. Finalement, un besoin qui fait écho à l'envie d'une équipe de jeunes de proposer quelque chose. Et puis après, voilà, le résultat en fait de cette démarche, c'est que chaque équipe a développé un concept pour aussi montrer les limites ou la faisabilité, ou bien ce qui manque encore dans le projet pour que le projet devienne faisable. Et puis qu'après, c'est une invitation à des acteurs du tourisme de reprendre une idée en tant que telle, ou de reprendre un bout d'idée pour justement amener un nouveau produit, un nouveau service, et puis aller justement dans ce tourisme durable. Donc voilà, à travers finalement ces projets des jeunes, on voit qu'ils peuvent être très créatifs, et puis que sans que le projet soit forcément complètement abouti, ça donne des idées, des impulsions à des entreprises pour elles-mêmes amener justement de nouveaux projets, de nouvelles initiatives sur leur territoire ou leur périmètre d'action. Vous voyez déjà une suite sur ces projets, ou t'en as quelques-uns qui vont être pris? T'as déjà assez de recul pour voir ça, ou pas encore? Alors, ces jeunes sont en 2e année, donc maintenant ils vont démarrer leur 3e année. Donc pour la plupart, ils n'ont pas la capacité de développer aujourd'hui leur projet. Mais eux, ils auraient voulu les développer, ou bien ils voudraient juste les passer, tu vois, à une entreprise qu'ils connaissent, ou Alors, j'ai entendu 2 projets qui veulent justement aller plus loin. Pour d'autres, c'est à la fois de faire connaître à des entreprises, et puis en espérant que ça les intéresse pour qu'après l'entreprise reprenne le projet. Et pour d'autres, c'était plus la démarche d'avoir essayé de proposer quelque chose, même si après le projet va pas entrer sur le marché, va pas se développer. Donc on a un peu tous les cas de figure, mais ce qu'on a vraiment essayé d'atteindre avec les professeurs qui ont vraiment accompagné aussi avec moi ces jeunes durant tout le semestre, c'était de leur développer leur montrer que c'est possible, puis qu'ils ont en eux cette capacité d'observer, de trouver ce besoin, et puis d'amener une proposition de valeur. Et cette dynamique, elle a été créée.
après ils pourront on va dire la recréer dans d'autres contextes. Ouais, c'est cool. Et toi qui tu as vraiment cette vision transversale bon, t'as accès à plein de domaines, et puis t'es curieuse, comme tu disais en introduction. Qu'est-ce que tu recommanderais, tu vois, à un patron, un leader aujourd'hui, tu vois, pour qu'il soit le plus prêt possible pour ce monde qu'on vit en ce moment, tu vois, pour qu'il puisse être le plus serein possible, ou le plus quand même, on demande quand même, je pense, aux entrepreneurs, aux dirigeants, d'avoir cette capacité un poil d'anticipation quand même si, tu vois, on parle de l'instant présent et tout ça. Je pense que même si peut-être on peut plus avoir des plans à 5 ans, mais quand même, on doit quand même pouvoir se dire, faut anticiper un poil, quoi. Ça serait quoi tes recommandations, tes conseils ou... Oui, alors, déjà de partir de soi, c'est vrai qu'un leader, une femme leader ou patron, c'est souvent, essentiellement tourné vers les autres, vers le marché, vers l'équipe, vers l'entreprise à faire fonctionner et perdurer. Mais tout ça est possible si au fond le leader prend d'abord soin de soi. Donc peut-être ce serait d'abord ça la recommandation de trouver ces lieux de ressourcement, d'être capable de temps en temps de se déconnecter, de se mettre sur pause, pas sur off, mais de juste reprendre, comme on le fait dans le domaine sportif, finalement. Il y a la partie performance, mais aussi des temps de récupération. Et je trouve qu'on en parle assez peu, ou qu'on le vit assez peu en entreprise, d'avoir des vrais temps de récupération. Pour certains, ça peut être 2 semaines, pour certains, c'est 10 minutes, une sieste chrono, ou je sais pas. Mais vraiment, ces temps de récupération pour prendre soin de soi. Après, il y a vraiment on est dans un monde, effectivement, qui bouge beaucoup, mais ça a aussi des opportunités. C'est finalement de trouver le temps pour être connecté au monde, ou de trouver les relais. Ça peut être dans une communauté, ça peut être une communauté d'entrepreneurs, ça peut être en consultant les médias, pour voir en fait comment évolue le monde, et puis de pouvoir aussi s'ajuster. S'ajuster, ça veut pas dire tout révolutionner en permanence, mais de pouvoir vraiment capturer ces signaux forts, en même temps un peu ces signaux faibles dont on parlait tout à l'heure, pouvoir justement être toujours un petit peu alerte, et puis être capable d'anticiper. Et donc c'est vraiment observer l'environnement, être dans le monde et pas se déconnecter, puis avoir la tête dans le guidon, avec avoir les la tête dans le guidon. Et puis peut-être troisième chose, moi j'ai beaucoup appris en me formant à une approche systémique. On voit que aujourd'hui on a des problématiques, ça peut être pour l'entreprise, finalement la durabilité, voilà, c'est presque un diktat ou un mot. Comment est-ce qu'on arrive à être durable? Bien finalement, de voir les choses dans une perspective plus large, et puis de s'entourer, de pas rester seul, et d'être en lien avec alors d'autres entrepreneurs, mais pas seulement. Finalement, de s'intéresser aussi aux acteurs politiques, aux décisions politiques qui sont prises ou qui vont être prises, parce que ça, tu parlais d'anticipation. Si je sais qu'il y aura telle réglementation qui va être discutée au Parlement, bien, ça me donne quand même un peu une tendance, ce sur quoi je devrais peut-être mettre l'effort ou me préparer. Donc, être attentive un peu aux évolutions politiques, continuer à se former, et puis à transmettre finalement son métier, sa passion aux nouvelles générations. C'est aussi d'être peut-être collaborer d'une certaine manière avec les médias, ou avec des associations qui permettent justement d'avoir un peu plus d'impact, et puis de pouvoir communiquer sur ce que l'entreprise fait de bien, parce que c'est aussi quand vous développez un produit dont vous êtes fier, eh bien que les utilisateurs ou les clients sont contents, c'est important de le faire savoir, parce que justement c'est autant de petites finalement graines ou éléments positifs qui encouragent d'autres à aller aussi dans ce sens. Donc voilà, prendre soin de soi, s'entourer, d'être toujours bien connecté aussi au monde, faire savoir ce qu'on fait de bien, et puis en même temps
se laisser inspirer aussi par les petites perles qu'on voit aussi fleurir à droite à gauche. Ça, je pense que ça donne beaucoup de confiance et puis de force pour justement après revenir à des choses très concrètes pour faire avancer son entreprise au quotidien. On arrive au bout. Merci beaucoup. Tu veux parler de politique? Tu veux parler de ton engagement? Alors, je peux en parler en 2 mots? En 2 mots, voilà. Ouais. C'est donc j'ai, disons, très interpellée par notamment ces questions dont on a parlé, le réchauffement climatique, ouais. La pénurie de personnel, l'importance de former les jeunes, mais aussi l'apprentissage tout au long de la vie, l'importance de s'adapter en permanence à tous ces défis qui nous arrivent. J'ai l'opportunité aujourd'hui de me présenter comme candidate Vert libéral pour le Conseil national. Ouais. C'est une magnifique opportunité pour m'exprimer et mettre de la lumière surtout sur toutes ces initiatives que je trouve belles et qui, moi, me donnent de l'énergie et du confiance au quotidien. Et je me rends compte aussi que au niveau politique, il y a vraiment des personnes, des personnalités qui s'engagent aussi pour, on dit, un monde meilleur, en tout cas, qui essayent ouais. par des décisions politiques, par des réglementations, par des simplifications justement aussi de certains aspects administratifs, qui s'engagent pour que les jeunes puissent se former ou continuer à se former, pour continuer à investir dans l'innovation, pour soutenir les entreprises, notamment nos PME, pour finalement qu'elles simplifient un peu toutes ces procédures administratives qui les occupent de plus en plus, ouais. Pour leur faciliter en fait la tâche, et puis qu'elles puissent investir de leur temps plutôt sur leur proposition de valeur, plutôt que de remplir des papiers pour chaque action qu'elles aimeraient entreprendre. Donc il y a vraiment cette dynamique voilà, qu'on voit aussi au niveau politique. Et donc pour moi, mon intention, c'est de pouvoir travailler avec, donc de mettre en lien les entreprises, le monde politique, mais aussi les acteurs associatifs, la formation ouais. Sur quelques grands sujets qui sont importants aujourd'hui, hein. La résilience alimentaire, la santé, on parlait aussi de la prévoyance sociale, hein, avant l'entretien. Ouais. Donc de pouvoir réunir ces acteurs, qu'on puisse, chacun avec sa perspective, amener des solutions équilibrées et pragmatiques, et puis, on va dire, sortir de la querelle ou de ces dichotomies où chacun veut convaincre l'autre qu'il a la recette. Personne n'a la recette aujourd'hui. Non. Donc, il faut vraiment, disons, laisser l'idéologie de côté et puis vraiment adresser les problèmes, voir comment on peut les résoudre ensemble, et puis après être capable aussi de renoncer, de trouver quelques compromis, parce qu'on n'a jamais la solution qui contente tout le monde, mais de trouver ensemble la solution la plus équilibrée pour qu'on puisse justement amener un plus, et puis voilà, permettre à notre économie de continuer à se développer, aux entreprises de continuer aussi à offrir du travail, à développer des services de base ou des produits innovants pour qu'on puisse, que notre société aussi soit durable. Et c'est juste ensemble qu'on va trouver le chemin, qui est un chemin. Donc, c'est un mouvement. Ouais. Et puis, étape après étape, on peut voir justement aussi ces impacts positifs. C'est beau. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. C'est ainsi que notre échange d'aujourd'hui trouve sa fin. Te voilà inspiré. Transforme cette inspiration en action, que ce soit pour toi, tes proches, tes collaborateurs ou cette entreprise que tu aimes tant. Transforme cette inspiration en action, que ce soit pour toi, tes proches, tes collaborateurs ou cette entreprise que tu aimes tant.
Chaque transformation commence par un premier pas en conscience. Si tu as trouvé de la lumière et du sens dans cet épisode, je t'invite à l'envoyer voler vers d'autres, à le partager avec ceux qui te sont chers. Et si tu veux semer quelques étoiles, dépose-les sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou ton espace d'écoute préféré pour que nos cœurs et nos entreprises continuent à vibrer au même rythme. Rejoins notre communauté sur valeriedemont.ch/newsletter. Ainsi, tu seras toujours au cœur de chaque nouvelle découverte. Au plaisir de partager à nouveau, bientôt, dans cet espace de vie, de cœur et de business.